bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Merci d'avoir combattu la neige pour venir. On est ravis que vous soyez là. On va... Ah, venez, venez. Venez, 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 venez. On vous attendait. Ouais. Alors ce soir, on va parler de la mondialisation. Comme son titre l'invente. Tu peux nous mettre le titre, Anna, s'il te plaît? Ouais, ça c'est moi, mais ça on se connaît. Ça c'est les conférences qui viennent. La mondialisation et le rôle des économies émergentes. Alors depuis la dernière conférence qu'on a eue ici, certains d'entre vous étaient là, le contexte de la mondialisation a quelque peu évolué. On va pouvoir dire que depuis l'élection américaine, la géopolitique mondiale s'est complexifiée, si on veut rester politiquement correct. Et donc, c'est de cela en partie que va nous parler Marcos ce soir. Et quel est le rôle des pays émergents dans ce contexte-là, avec bien sûr d'autres tendances structurelles qui ne sont pas liées aux quelques semaines qui passent, qui sont liées aux 10 ou 15 années qui viennent, où le rôle de ces pays émergents a fortement évolué. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça pour la mondialisation? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe? Et aussi, peut-être pour nous. Donc ça, c'est la conférence de ce soir. On est ravis d'avoir un expert sur la question. Vous allez le voir, c'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus toute sa carrière, qui a contribué à développer et la mondialisation et le rôle des économies émergentes. Donc on est ravis qu'il soit là. Il était aujourd'hui avec nous à l'INSEAD pour discuter avec l'école de la stratégie d'engagement de l'école avec ces pays émergents. Qu'est-ce que ça veut dire pour une école comme l'INSEAD? Qu'est-ce que ça veut dire pour le management? Donc on a la chance d'avoir des experts qui viennent pour discuter avec l'école sur le futur de l'école et quelles sont en fait les transformations géopolitiques et mondiales qui s'opèrent et qu'on doit prendre en considération, mais pas juste dans nos cours, mais aussi dans ce qu'on fait dans un établissement du management. Et donc, pour vous présenter Marcos, j'ai l'honneur d'avoir un autre collègue brésilien qui va faire cette présentation, qui est non seulement brésilien, mais bellifontain. Donc c'est pour ça qu'il a l'honneur de présenter son collègue. Et il est, à côté de tout ce qu'il fait localement à Fontainebleau, aussi professeur de stratégie à l'INSEAD, Felipe Monteiro. Professeur Felipe Monteiro, over to you. Merci, Katel. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Merci beaucoup pour venir dans ce soir de tempête de neige. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord m'excuser pour mon français. À l'INSEAD, vous savez, les cours sont normalement en anglais. Alors, ce n'est pas toujours que j'ai l'occasion de parler français. Alors, pardon pour mes fautes en français, mais on dit que non, quand on parle une langue, qu'on essaye de parler cette langue qu'on aime. Alors, je le fais avec beaucoup de respect et d'admiration. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Marcos Trujillo, une personnalité exceptionnelle, dont le parcours est tellement riche que ça sera impossible pour moi de décrire tout ce qu'elle a fait. Cependant, je vais souligner quelques points marquants. J'ai eu le privilège de connaître Marcos depuis 30 ans. Alors, quand je sortais de l'université, je l'ai connu. Et pendant tout ce temps, j'ai été témoin de ses incroyables accomplissements et ses contributions remarquables. Et je crois, et vous verrez, que peu de personnes ont eu une carrière aussi diversifiée et impressionnante. Marcos est actuellement, comme Katel vient de dire, un fellow de l'Institut Hoffman ici à l'INSEAD. Sa carrière est multifacette. Il a eu des rôles de premier plan dans les sphères gouvernementales, académiques, multilatérales et dans les débats publics sur le développement économique. Il a récemment occupé le poste de président de la New Development Bank à Shanghai, où il a dirigé avec succès l'expansion des membres de la banque et la création du département ESG, le environnemental, social et gouvernance, ainsi que du bureau d'évaluation indépendant. Avant cela, il a servi comme vice-ministre de l'économie du Brésil et secrétaire spécial pour le commerce extérieur et les affaires internationales. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi travaillé dans le milieu académique. Il a enseigné à Columbia University, où il a fondé le BRIC Lab, qui c'était un forum consacré au Brésil, à la Russie, à l'Inde, à la Chine et à l'Afrique du Sud.
Il est également auteur de plusieurs ouvrages, diplomate de carrière et contributeur actif aux plus grands médias internationaux. Ça, vous pouvez lire dans son CV, mais je voudrais finir avec une observation personnelle. Je crois qu'au-delà de tous ces nombreux accomplissements, ce qui, à mes yeux, Marco, vous rend vraiment unique, c'est votre capacité, incroyable capacité à rendre accessibles des phénomènes pourtant très complexes. Vous verrez. Et grâce à ces métaphores, il y a toujours des métaphores, il y a toujours, non, ces illustrations parlantes. Il capte l'attention de son audience, il fait comprendre avec clarté des sujets qui pourraient autrement sembler inaccessibles. Alors c'est donc un immense plaisir et admiration et beaucoup d'enthousiasme que je vous invite à accueillir chaleureusement Marcos Trujillo. Bonsoir. Merci, mon ami professeur Philippe Monteiro, pour cette présentation aussi généreuse. Catel, Henri-Claude, mes amis Marie, les profs, la famille Monteiro. C'est un grand honneur d'être ici à l'Anciade ce soir pour parler un petit peu, comme le titre de la présentation montre, le nouveau chapitre de la mondialisation et le rôle des pays émergents. Vous savez que les économistes, les philosophes, les historiens, ils sont toujours à la recherche d'un concept qui puisse exprimer l'esprit du temps. Non? Par exemple, le grand sociologue français Michel Maffezoli, dans les années 90, parlait des temps de tribu. Non? John Kenneth Galbraith, un économiste. Non? Oui? Ça va maintenant? Oui? Alors, ce grand sociologue, Michel Maffezoli, qui est prof à la René Descartes, merci, Paris 4, il parlait du temps de tribu. John Kenneth Galbraith, dans les années 80, parlait de l'ère de la centitude. Et c'est drôle parce qu'il y a exactement 20 ans qu'un ouvrage assez important a été publié pour essayer de définir les caractères, les traits les plus forts de la mondialisation. C'est un ouvrage d'un journaliste américain qui est apparu en 2004. Et le livre s'appelle « La planète est plate ». « The world is flat ». C'est un livre bien connu. Et je crois que c'est intéressant de parler de ce livre-là parce que nous sommes dans une des écoles les plus importantes du monde. Ça serait difficile de penser à une école de business, une école d'affaires assez globale et avec assez de responsabilités globales comme l'ANSEAD. Et si nous prenons une espèce de machine du temps, non? Et on peut aller vers 2004, si vous êtes en train de penser quelle sera votre stratégie pour la mondialisation, on parlait d'une mondialisation profonde, une hyper-mondialisation. C'est ça exactement le cadre, c'est ça exactement le scénario qui expliquait Thomas Friedman il y a 20 ans. Si on pense par exemple à un ballon de volley, non? Il y a 20 ans, ce ballon-là était dessiné en Allemagne. Le cuir venait de Thaïlande. Le ballon était finalisé en Chine. Il était transporté vers le marché d'Eston par une entreprise de Norvège. L'agence de publicité qui s'occupait de la campagne globale du marketing était brésilienne. Sur ce ballon-là, on pourrait peut-être lire « Made in China ».
fait en Chine. Mais en réalité, c'était un produit fait dans le monde. Made in the world. C'est comme si, il y a 20 ans, la hypermondialisation était si omniprésente, non, que l'idée même des frontières nationales, l'idée même des obstacles protectionnistes au niveau du commerce global paraissait trop faible en face de toute cette puissance de force mondialisatrice. Non? Si on pensait par exemple, Philippe disait que j'aime beaucoup les métaphores, non? Si on pensait par exemple à un avion qui était dessiné par Thomas Friedman, si on visitait la cabine de contrôle, le pilote était l'idée d'efficacité, non? L'idée d'efficacité des échanges le plus libre possible au niveau des capitaux, d'investissement, de la circulation des gens, de la circulation de pouvoir. L'idée d'efficacité était énormément présente et elle était aux commandes de l'avion. Aujourd'hui, il me semble, nous vivons plus cette réalité-là. Et si on donne un coup d'œil à la cabine de contrôle de l'avion, bien sûr, l'efficacité est encore là, mais il y a la présence de quelque chose qui est aussi puissante et peut-être qui a plus de pouvoir au niveau de la détermination des routes de l'avenir. Et cela est l'idée de géopolitique. La géopolitique est devenue énormément centrale pour ce nouveau chapitre de la mondialisation, pour la façon avec laquelle nos entreprises, nos pays vont penser sur l'avenir. Et vous savez qu'il y a 120 ans, par exemple, il n'y avait pas une distinction au niveau de la science économique entre la microéconomique qui se concentre, disons, sur le consommateur, le ménage, les boîtes, et la macroéconomie qui est toujours concentrée aux grands ensembles économiques. Aujourd'hui, la géopolitique est devenue si centrale, si importante, qu'il vaut même, qu'a-t-elle parlé, de la micro-géopolitique et de la macro-géopolitique. Le nouveau chapitre de la mondialisation est en phase de l'économie et de la politique internationale, des affaires internationales, où il y a des événements micro-géopolitiques et il y a aussi les dynamiques macro-géopolitiques. Qu'est-ce que c'est qu'un événement micro-géopolitique? C'est quelque chose qui va produire beaucoup d'influence, il y aura beaucoup d'impact, mais c'est quelque chose qui se débrouille, qui se passe dans une période assez limitée de temps. Par exemple, la réélection du Premier ministre Narendra Modi en Inde est un événement micro-géopolitique. La guerre en Ukraine, c'est un événement micro-géopolitique. Et bien sûr, il y a la mère de tous les événements micro-géopolitiques qui s'est passé il y a 2-3 semaines, qui c'est l'élection de Donald Trump pour un deuxième mandat aux États-Unis. Je ne veux pas diminuer l'importance relative des événements géopolitiques. Ils vont apporter beaucoup de conséquences, mais pour qu'on puisse penser à la voie à suivre, il faut balancer, il faut équilibrer les événements micro-géopolitiques et le macro-géopolitique. Et de cette façon-là, je vais décrire 4 phénomènes, 4 dynamiques macro-géopolitiques qui vont caractériser ce nouveau chapitre de la mondialisation. Et ensuite, on va, disons, mettre ensemble ces tendances, comme a dit Keter, qui sont plus structurelles, avec laquelle qui sont à l'ordre du jour. Alors, la première caractéristique
macro-géopolitique des prochains 25 ans a quelque chose à voir avec les fluctuations, les oscillations démographiques. Non? Il y a quelques jours, j'ai participé d'une conférence en Arabie Saoudite. J'ai participé d'une table ronde sur la sécurité alimentaire. Et après ma session, il y a eu une session avec Elon Musk, non? La personne, l'individu le plus riche du monde. Et c'était une conférence en ligne. Le médiateur demandait à Elon Musk, « Monsieur Musk, quelles sont les choses les plus graves que vous voyez et qui vous empêchent de dormir à la nuit ?» La première chose qu'il a dit était, « Ce qui m'empêche de dormir, c'est la possibilité d'utilisation malicieuse de l'intelligence artificielle. Utilisons ces systèmes très avancés d'intelligence artificielle pour initier une bataille, pour commencer une guerre, sans quelque type d'intermédiation d'un élément humain. Et ce type de message venant de quelqu'un assez influent, assez important pour l'économie contemporaine comme Elon Musk, c'est quelque chose qui vraiment doit prendre notre attention. La possibilité d'utilisation malicieuse, surtout pour des cibles militaires, de l'intelligence artificielle. Mais la deuxième chose qu'il a dit, c'est moi je suis très préoccupé à cause de la chute des taux de natalité. Non? Il y a moins et moins de gens qui veulent avoir des enfants, et cela se projette d'une façon très claire dans l'avenir de la population de plusieurs pays. Comme vous savez, aujourd'hui, dans le monde représenté aux Nations Unies, il y a 193 pays. Et dans les prochains 25 ans, d'ici à 2049, 2050, nous aurions le déclin populationnel de 184 pays. Voilà, nous avons 193 et on aura un déclin populationnel dans 184 pays. La population va décliner en France, au Brésil, en Argentine, au Royaume-Uni, en Russie, au Japon, en Chine. Pendant tout ce qu'on peut appeler l'Europe, il y aura moins de gens dans l'an 2049-2050 qu'aujourd'hui. Mais il y aura une expansion populationnelle dans 9 pays du monde qui sera aussi dramatique qu'à la fin de ce cycle de 25 ans, encore une fois 2049-2050, la population mondiale aura changé d'aujourd'hui 8 millions de personnes, c'est la population du planète aujourd'hui, milliards de personnes, pardon, 8 milliards de personnes, et on deviendra une planète de 10 milliards de personnes. 10 milliards de personnes. Est-ce que quelqu'un ici connaît un économiste, un intellectuel, il est déjà décédé, très ambitieux, qui s'appelle Angus Madison? Angus Madison était un économiste, il était économiste à la OCDE, dans l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Il était vraiment un intellectuel très ambitieux, parce qu'il voulait appliquer des outils statistiques et historiques très sophistiqués pour essayer de définir quel était le produit intérieur brut du monde au moment où Jésus-Christ était né et quelle était la population mondiale au moment où Jésus-Christ était né. Non? Et en accord avec Angus Madison, quand naissait Jésus-Christ,
la population mondiale était de 150 millions de personnes. C'est-à-dire une population plus ou moins celle de Russie aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de temps a été nécessaire pour que la population mondiale passée de 150 millions de personnes à 2 milliards 150 millions de personnes, cette, disons, 2 milliards de personnes de plus, combien de temps? C'était à l'année 1929 que la population mondiale est devenue 2 milliards 150 millions de personnes. C'est-à-dire, ce qui de l'humanité dans le passé a pris presque 2000 ans pour ajouter au niveau populationnel aura lieu ces prochains 25 ans. Est-ce que vous vous souvenez d'un film hollywoodien, il y a quelques 25 ans, je crois, qui s'appelait Le jour d'indépendance, d'Independence Day? C'est un blockbuster de Hollywood, non? Il y a comment est-ce qu'on dit ça? Un spaceship. Un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial? Ok, c'est comment un vaisseau spatial? 2 milliards de personnes, c'est ça. Un vaisseau spatial vient à la planète Terre, il jette sur la planète un autre Allemagne. 80 millions de personnes. Un deuxième arrive et déposite sur la planète un autre Russie, 140 millions de personnes. Un troisième arrive et déposite sur le monde un autre États-Unis, 350 millions de personnes. Une quatrième, vraiment grande, arrive et jette sur le monde un autre Chine. 1 billion, on dit ça? 1 milliard 400 millions de personnes. C'est ça exactement qui va se passer avec la planète Terre dans les prochains 25 ans. 2 milliards de personnes de plus. Et ça serait le résultat de l'expansion populationnelle de 9 pays. Quels sont ces 9 pays? Pardon? On va par région. En Asie, par exemple. L'Inde, Pakistan, Indonésie qui aujourd'hui a presque 300 millions de personnes. En Europe, Océanie, en Amérique, les États-Unis. Les États-Unis. Il se passe, c'est aussi que ce sont des projections qui prennent en compte les fluctuations de migration. Alors, nous avons l'Inde, nous avons le Pakistan, nous avons l'Indonésie, nous avons les États-Unis. Et les autres 5 pays sont de l'Afrique sous-saharienne. Nigeria, Congo, Ouganda, Tanzanie et l'Éthiopie. Voilà, ce sont ces 5 pays. 5 pays. De cette tendance elle-même, il voudrait répondre à quelques questions. D'où viendra la nourriture du monde? D'où viendra l'énergie du monde? D'où viendra les éléments nécessaires pour accélérer une transition à une économie plus verte? Et je parle seulement des fluctuations démographiques. Parce que 2 milliards de personnes, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. Mais cette tendance macro-géopolitique elle-même n'est pas suffisante pour expliquer ce que va se passer. Parce qu'il y a un autre phénomène qui est aussi dominant. Il s'exprime plus ou moins comme ça. Vous connaissez le G7, n'est-ce pas?
Qui sont le G7, ces économies avancées, industrielles, post-industrielles? Les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, le G7. Le G7, ensemble, a un produit interne brut, mensuré par ce que les économistes appellent le pouvoir d'achat comparé, des 500 trillions de dollars en 2023. Le PIB combiné de G7, c'est 150 trillions de dollars au niveau de PPP, non? Purchase Power Parity, pouvoir d'achat comparé. Mais si on rend compte, si on tient en considération ce que j'appelle le E7, les 7 plus grandes économies émergentes du monde, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Mexique, ces 7 pays-là ont déjà un produit intérieur brut, mensuré par PPP, de 60 trillions de dollars. Au niveau de PIB mensuré PPP, le S7 est déjà presque 20% plus grand que le G7. Non? Mais ce n'est pas seulement une comparaison au niveau de taille relative, parce qu'il faut toujours penser à la réponse de la question d'où viendra la croissance économique globale. Et si on pense à la France pour 2024-2025, quelle est l'expansion économique qu'on peut projeter? Ce n'est pas très impressionnant. Le Royaume-Uni, la même chose. L'Allemagne, la même chose. Le Japon, l'Italie. Avec la possible exception des États-Unis, et il faudra parler un petit peu des États-Unis dans quelques temps, les taux de croissance économique de G7 sont presque inertiels. Mais si on pense, par exemple, en Inde, non, les taux pour 2024-2025, pour les prochaines 10 années, c'est de 7% par an. Et même économie comme la Chine, je vois beaucoup de gens en disant « Oh, la Chine, si on pense au début du siècle, la Chine, les taux de croissance en Chine étaient de 12%, 10%, 11% par an, et maintenant c'est 5%, c'est moins de la moitié qu'on pourrait constater il y a 2 décennies. » Mais en 2002-2003, l'économie de Chine était une économie qui a, par exemple, aujourd'hui la taille de l'économie italienne. C'était une économie de 1,5 trillion de dollars, 2 trillions de dollars. Aujourd'hui, la Chine a un PIB nominal dénommé en dollars de 19 trillions de dollars. Elle est presque 9 fois plus grande qu'elle était il y a 2 décennies. Et si vous avez une économie de 19 trillions de dollars qui va s'expandir à 5% par an, 5% sur 19 trillions de dollars sont 760 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en croissant seulement 5%, la Chine ajoute à l'économie mondiale une Argentine chaque 7 mois. À la fin de 2024, l'Inde va devenir la 4e plus grande économie du monde au niveau de PIB nominal. L'économie de l'Inde sera plus grande que celle du Japon. Et ce n'est qu'une question de temps pour que l'Inde aussi devienne plus grande économiquement que l'Allemagne. Mais ce qui est intéressant dans cette discussion-là, c'est de penser quels seront les effets de la croissance indienne.
Parce que, par exemple, en mathématiques, il y a une formule magique qu'on appelle la formule de 70. Si on veut penser, par exemple, combien de temps est nécessaire pour qu'une économie devienne 2 fois plus grande, il ne faut que diviser le chiffre 70 par le taux de croissance. Disons, le taux de croissance en Inde, c'est 7%. 70 divisé par 7, c'est 10. 10, c'est le numéro d'an qu'il faut pour que l'Inde puisse devenir 2 fois plus grand économiquement qu'aujourd'hui. Et si vous êtes une économie comme la Suisse, la Suisse a un PIB per capita de 100 000 $. Si dans 10 ans, vous devenez une économie de 200 000 $ par habitant, qu'est-ce que vous faites avec les 100 000 $ additionnels? Vous achetez un immeuble en Espagne, vous allez augmenter votre appétit pour le risque dans vos investissements, vous allez augmenter votre budget de la famille pour la santé. C'est ça qui se passe. Mais si vous êtes une économie comme l'Inde, 3 000 $ per capita, par habitant, et à cause de cette croissance impressionnante, l'Inde a, à l'année 2034, une économie de 6 000 $ par habitant. Est-ce que vous savez quel est le destin de cette GDP, de cette PIB en expansion, quand votre connaissance est aussi vite à partir d'une base assez basse et dans un espace de temps aussi court? Est-ce que vous savez qu'est-ce que les gens font avec les ressources additionnelles? Les gens vont manger plus. C'est une révolution des calories, on mange plus, mais c'est aussi une révolution nutritionnelle. On va manger mieux. Ce sont 3 choses que la littérature et l'expérience montrent qui se passent avec, disons, ces PIB par habitant additionnels. C'est une révolution au niveau de la demande pour la nourriture, pour les aliments. C'est une révolution au niveau de la consommation d'énergie. C'est une révolution au niveau de la consommation d'infrastructures. On va construire beaucoup plus de choses. Mais c'est aussi une révolution au niveau de la mobilité des gens. Par exemple, dans l'année, il y a 5-6 jours où nous pouvons, si par exemple nous vivons dans une autre planète et nous avons des instruments très précis pour, disons, apprécier le grand mouvement des gens dans la planète Terre, il y a 6 jours dans l'année où 150 millions de personnes sortent d'un lieu spécifique, ils vont quelque part d'autre, et après ces 6 jours, elles rentrent au local original. Vous savez quel... Le Nouvel-An chinois. 150 millions de personnes, ce sont quoi, 2 Allemagnes, ou une Allemagne, une France et une Suisse, ensemble, qui se bougent d'un parti à l'autre. C'est très intéressant. Et cette deuxième tendance macro-géopolitique va accentuer la valeur des réponses à ces questions que je demandais originellement. D'où viendra la nourriture du monde? D'où viendra l'énergie du monde? D'où viendront les éléments pour favoriser la transition à une économie plus verte? Ça, c'est la deuxième, disons, la deuxième dynamique macro-géopolitique. La troisième, mes amis, a quelque chose à voir avec la redéfinition des réseaux de valeurs. Nous nous sommes accostumés
en un monde où la fabrique de notre planète était en Chine. Non? Les laboratoires de recherche et de développement étaient en Europe, étaient au Japon, étaient aux États-Unis. Non? Il me paraît que cette division internationale du travail, caractéristique de cette période de hyperglobalisation qui va de la fin de l'Union soviétique jusqu'à la première présidence Trump, elle va changer beaucoup. Elle va changer beaucoup. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui vont créer des changements sur cette tendance-là. Par exemple, la Chine n'est pas exactement ce que les économistes appellent a low-cost country. Parce que maintenant, c'est très cher de produire en Chine. Si on pense, par exemple, au secteur de jouets ou des plastiques, au niveau de la rémunération du facteur travail, c'est plus économique de produire en Bangladesh ou de produire au Mexique. Quand j'étais tout petit, j'ai gagné un jouet de mon père et je pourrais lire « Made in Japan », en fait au Japon. Un peu plus tard, le jouet était « Made in Hong Kong ». Encore plus tard, « Made in Korea », fait en Corée. Plus récemment, les jouets étaient « Made in China ». La semaine passée, Philippe, je parlais avec Anil Kishore, il est un grand économiste indien, et il me disait que l'Inde vient de devenir le plus grand producteur de jouets dans le monde. Si on pense par exemple au financement de l'infrastructure, Philippe a dit que j'étais président de la banque des BRICS, la nouvelle banque de développement. Si on pense d'une façon traditionnelle, ils ont cherché des ressources. Où exactement étaient les ressources? Merci. Où exactement étaient les ressources pour financer les grandes infrastructures? Bon, j'étais à Washington, à New York, à Paris, à Francfort, à Londres. Ce n'est pas le cas non plus. Maintenant, peut-être les grandes sources de financement de long terme, à long terme, sont au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats unis, Singapour, en Chine. C'est vraiment un changement de géographie financière. Si on pense même, par exemple, à l'activité d'innovation, aujourd'hui, la Chine est un pays qui dépose chaque année à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, aussi tant que, on dit brevet, non? On dit aussi tant que des brevets que les États-Unis. Et si on pense à une autre technologie de frontières, comme par exemple l'énergie solaire, l'énergie du vent, les automobiles électriques, le leadership est clairement avec la Chine. On parle alors d'un monde qui est reconfiguré au niveau des réseaux de valeur. Et ce n'est pas seulement un phénomène qui se localise dans le niveau de la production, c'est aussi au niveau de la consommation, c'est aussi au niveau de recherche et développement, et c'est aussi au niveau de financement de projets à long terme. Et même l'idée de marché consommateur a en ce moment une tendance très claire en faveur des marchés émergents. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, vient d'actualiser son concept de ce que constitue un consommateur. Et pourtant, pour définir la taille des marchés consommateurs mondiaux, en accord avec le PNUD, un consommateur, c'est quelqu'un qui va dépenser au moins $12 par jour. Quels seront les deux plus grands marchés consommateurs du monde dans l'année 2030 en accord avec le PNUD? La Chine, avec
1 trillion, pardon, 1 milliard et 100 millions de consommateurs, 1 milliard 100 millions de gens qui vont dépenser au moins 12 dollars par jour. Et l'Inde, 800 millions de consommateurs, 800 millions de gens qui vont dépenser au moins 12 dollars par an. 800 millions de personnes sont 10 Allemagnes. Alors, les proportions de ces choses sont vraiment étonnantes et il faut toujours, surtout pour une école de business, une école d'affaires, tenir ça en compte. Et la quatrième tendance macro-géopolitique, mes amis, qui me paraît très claire, et je suis sûr, Henri Claude, qu'on pense à ça tout le temps, rien à voir avec le mariage entre le talent, le capital humain et l'intelligence artificielle. Parce que, et je disais ça au professeur Montello un peu avant, il y a 10 ans, j'étais avec une ancienne première ministre de la Finlande, et elle me disait que le mot plus important de l'économie contemporaine était le mot « skilling ». Comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français? C'est la capacitation, skilling, entraînement de la force de travail. Skill, c'est donner des outils, donner de capacités, donner de savoir-faire aux gens pour qu'ils puissent, disons, développer des compétences. Skilling, c'est développer. Elle disait que le mot le plus important du monde était le mot reskilling. Parce que, par exemple, nous sommes préparés, nous avons des compétences pour développer des fonctions, performer des fonctions qui sont caractéristiques de la 3e révolution industrielle. Mais maintenant, il y a quelque chose dans le monde c'est la nouvelle chimie, ce sont les nouveaux matériaux, c'est la robotique, l'automation, c'est le big data, quantum computing, intelligence artificielle. Et ça est partout, c'est omniprésent. Il n'importe pas si vous êtes un restaurateur, ou si vous travaillez dans une boîte d'informatique, ou si c'est une entreprise financière. L'intelligence artificielle est un peu comme une atmosphère, comme un air du temps, elle sera partout. Il me paraît que les gouvernements, les politiques publiques, les boîtes, les entreprises qui pensent au développement de capacités dans un scénario où l'intelligence artificielle n'est pas dominante, c'est une situation A, et une situation tellement différente, et penser tout ça, ce défi-là, où les mécanismes d'intelligence artificielle sont présents. Les enjeux sont tellement différents. Non? Comme conséquence de cette dynamique-là, je dirais qu'il y a un 5e défi, une 5e tendance. Ce n'est pas nécessairement une tendance, mais c'est clairement un défi qui se trouve comme résultat de ces interactions entre un monde qui est très, très intense en technologie, mais qui est aussi en train de s'expandir. Il y a une expansion au niveau démographique aussi, qui c'est l'idée de, par exemple, si vous êtes un Indonésien ou un Brésilien, et vous avez, 30 ans d'âge, et à l'âge de 30 ans, vous n'avez pas être donné les outils, par exemple technologiques, pour performer une fonction productive dans ce secteur de la 4e révolution industrielle, c'est exactement quoi que vous allez faire avec votre vie entre l'âge de 30 ans
jusqu'à l'âge de 75 ou 80, parce que même dans les pays, non, disons, des économies émergentes comme le Brésil, le Mexique, la Colombie, la Malaisie, aujourd'hui, l'expectative de vivre continue à augmenter. C'est-à-dire, au contraire, par exemple, du moment où Karl Marx écrivait le manifeste du parti communiste, où le pays plus développé du monde était l'Angleterre, et l'expectative de vivre était de 40 ans. Aujourd'hui, même à des PIB moyens, comme est le cas de quelques-uns que je viens de mentionner, les expectatives de vie s'approchent de 80 d'âge. Et si vous avez 30 ans, vous avez une demi-siècle jusqu'à 80. C'est beaucoup de temps pour rien de produire dans cette économie qui est intense au niveau technologique. Et c'est pour ça que d'autres raisons, que je crois que le concept même de ESG va beaucoup évoluer. Il y aura une vraie métamorphose ces prochaines années parce que nous sommes accostumés à mettre l'accent à la lettre E, ESG, Environment, non, des questions ambientales. Et c'est normal et c'est bien qu'il soit comme ça. Mais l'idée de sustainabilité va aussi évoluer pour apprendre, pour comprendre, pour inclure chaque fois plus les questions sociales, surtout au niveau de comment préparer les gens pour développer des fonctions productives dans cette économie de la 4e révolution industrielle. Pour finir cette partie-là, vous savez que un grand penseur français, Edgar Morin, dans les années 90, justement au moment où on allait organiser la conférence de l'environnement et développement, la Rio 92, il pensait aux plusieurs problèmes de la planète et il a conçu le terme polycrise, c'est-à-dire la convergence de diverses crises en même temps. Et très récemment, un historien de l'Université Columbia, Adam Tooze, a renouvelé le concept de polycrise pour penser à un moment où nous avons, par exemple, le plus grand défi de santé publique qui est la Covid, le plus grand défi géopolitique au corps de l'Europe dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On parle bien clairement du conflit en Ukraine. Et nous avons aussi ce que quelques analystes appellent une récession de la mondialisation. On pense toujours à une récession économique comme une période où il n'y a pas de croissance économique. Mais maintenant, la mondialisation même est en retraite. La mondialisation, il y a une récession géopolitique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, et particulièrement Adam Tooze, parlent au monde d'aujourd'hui d'une polycrise. Mais à mon avis, à cause de l'expansion démographique de quelques pays, à cause aussi de la, disons, la possibilité de croissance de quelques pays émergents, la redéfinition de ces réseaux de valeurs mondiales, il y a, à vrai dire, les opportunités qui sont infinies quand on met le talent humain et l'intelligence artificielle ensemble. Il faut aussi penser que le nouveau chapitre de la mondialisation peut être un chapitre de poly-opportunité. Merci. Merci. Vous avez suivi? Alors d'abord, moi, je voudrais dire que c'est la première fois que je vous entends intervenir. Je vais dire vous parce que c'est filmé. Je vous entends intervenir en français. C'est la première fois aussi pour toi, Philippe, non?
Tu l'entends faire une conférence en français? Félicitations. Philippe, il dit la première fois et j'espère la dernière. Non, félicitations et merci, parce que je sais que ce n'est pas sans doute quelque chose que vous faites fréquemment. Donc merci pour ça. Je pense que je suis impressionnée. Merci beaucoup. Merci. On va prendre les différentes questions que vous avez. Et alors, ça peut être large. Je te laisse commencer. Soyez pas timide. Alors, c'est pas compliqué. De toute façon, il n'y a pas besoin de micro. Bah, tiens, on va pouvoir prendre l'autre micro. Vous voulez venir vous installer ici pour le question, parce qu'on n'a pas besoin d'aller derrière. Pour poser la question, vous appuyez sur le bouton devant vous. C'est pas compliqué. Bouton rouge, et puis vous le refermez quand vous avez fini. Bonsoir. Ma question, ce serait du coup sur... en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de mesures protectionnistes qui sont prises par différents groupements de pays ou par certains pays. Et on voit aussi la volonté des BRICS plus, nouvellement du coup, qui inclut notamment l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Et donc, ils ont une volonté de concurrencer le dollar sur les marchés internationaux. Est-ce que ces deux phénomènes marquent la fin de l'hégémonie du dollar? C'est une très bonne question. Vous vous appelez comment? Clément. Clément. Merci Clément. Clément, on peut commencer peut-être en parlant de BRICS. Non? Vous savez que le BRICS, originellement, était une idée d'un économiste anglais, Jim O'Neill, qui était à Goldman Sachs, une banque où il y a toujours beaucoup de gens intelligents. Il pensait dans le futur de l'économie mondiale, plus spécifiquement à l'année de 2030, et il disait là, bon, quand on arrive à 2030, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine auront un morceau progressivement plus grand de l'économie mondiale. Il me paraît que cette prophétie-là est réalisée quand on parle de la Chine, quand on parle de l'Inde. Elle n'était pas réalisée quand on parle de la Russie. Et le Brésil, on ne sait jamais. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a le BRICS. Ici, si vous voulez, on peut ajouter aussi l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, au niveau de la mensuration du PIB par la parité du pouvoir d'achat, est plus grand que le G7. Mais il m'y paraît aussi que les gens de ces 5 pays n'étaient pas contents d'être définis. D'ailleurs, ils ont décidé de définir le concept de BRICS eux-mêmes. Et ils ont commencé un processus de rendez-vous au niveau des chefs d'État, des sommets, de ministres des Finances, ministres des Affaires étrangères, qui a commencé plus ou moins en 2007-2008. Et à un moment donné, ils ont décidé aussi de créer des institutions. Et peut-être la plus visible de ces institutions-là est la nouvelle banque de développement dont j'étais président. Mais à un moment donné, aussi, il me paraît que ce moment donné vient avec l'invasion, après l'invasion de l'Ukraine, le caractère du groupe a changé un petit peu. Surtout parce que cette dynamique d'expansion que vous mentionnez et qui va comprendre des pays comme l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite a été invitée, mais jusqu'à ce moment, elle n'a pas formellement dit oui. C'est les Émirats, en fait. Les Émirats, l'Iran, l'Égypte ont dit oui. L'Argentine a été invitée aussi, mais elle a dit non à cause du président Milei. Et l'Arabie Saoudite, qui a des rapports aussi assez forts avec les États-Unis, n'a pas répondu formellement. Et je ne suis pas sûr s'ils vont répondre formellement dans un futur prévisible. Il me paraît que le BRICS a une tendance à devenir une espèce d'alliance anti-Occident. J'espère que cela ne se concrétise pas
parce que il y a quelques acteurs très importants dans les BRICS qui ont des liens énormément forts avec l'Occident. Par exemple, j'aime penser à notre pays, Philippe, le Brésil, comme un pays occidental. La Chine a des rapports économiques avec l'Europe, avec les États-Unis, qui sont énormes. Le plus important destin des investissements chinois dans ces derniers 20 ans étaient les États-Unis, et le plus important destin des investissements américains dans le monde jusqu'à l'année 2021 était la Chine aussi. Non, il y a une espèce de hyper-interdépendance entre les deux superpuissances économiques. Mais c'est vrai aussi qu'après l'invasion de l'Ukraine, le débat sur la création d'un système financier mondial alternative au dollar a gagné force. Il parle beaucoup plus de ça. Et à mon avis, ça ne peut être pensé qu'un projet de très longtemps. Ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'on ne peut pas substituer quelque chose pour rien du tout. On va créer une monnaie de BRICS. Est-il possible de concevoir que la Banque centrale des Landes va mettre une partie importante de ce destin monétaire dans la main des Chinois? Est-il possible de concevoir que quelques entreprises vont vouloir accumuler des réserves aux transactions dans le renminbi chinois? Est-il possible de penser qu'il y aura une banque centrale de ces 5 pays pour gérer une monnaie de cette nature? Alors, de cette façon, je crois que c'est presque impossible de penser à ça comme quelque chose qui est prêt de devenir une réalité. Ça prendra beaucoup de temps. Et on peut aimer ça ou on ne peut pas aimer ça. Il y a un autre facteur en ce moment qui est la puissance de l'économie américaine. Peut-être les États-Unis aujourd'hui vivent le moment où ils sont le moins influents dans le monde, mais au niveau économique, peut-être ils sont dans le moment où ils sont le plus puissants du monde. Je disais à Ketel qu'il y a 20 ans, si on pensait aux 10 plus grandes économies et entreprises du monde, 4 étaient européennes, 4 étaient américaines et 2 étaient japonaises. Aujourd'hui, si on pense aux 10 plus grandes entreprises du monde, 9 sont américaines et la 10e, c'est laquelle? Saudi Aramco, de l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucune entreprise européenne, il n'y a aucune entreprise de la Chine. Une autre caractéristique intéressante de l'économie américaine pour montrer comme elle est puissante. Au mois de septembre, 3 entreprises des États-Unis, Nvidia, Microsoft et Apple, ont achevé un market cap, une valeur de marché, c'est ça qu'on dit? En valeur de marché, plus grand que la valeur de toutes les actions qui sont négociées chaque jour à la bourse de Francfort. Et ce n'est pas Nvidia plus Microsoft plus Apple. Chacune de ces entreprises individuellement considérées a une valeur de marché plus grande que toutes les actions de la bourse de Francfort. Et la bourse de Francfort, BMW, Bayer, il y a de trésors, des entreprises très traditionnelles dans une bourse comme la bourse de Francfort. Et je dis ça parce que je crois que l'influence du dollar va continuer pendant très longtemps. Les marchés sont très sophistiqués. Même quand j'étais à la banque,
Bien sûr, on voulait diversifier nos sources de financement, mais les marchés les plus profonds, les plus sophistiqués, les plus vastes, pour s'assurer des ressources de long terme à des bons prix, c'est le marché de l'or. Est-ce que ça ne veut pas dire, cette tendance, enfin, ce poids économique structurel américain, que finalement, ce qui se passe au niveau politique sur 4 ans, c'est un épiphénomène et ça ne va pas forcément changer la donne au niveau de la mondialisation, de l'économie mondiale? Je crois que ce qui est vrai, c'est que l'économie américaine, à cause de son entrepreneurship, à cause de son écosystème de financement, à cause de ses architectures moins complexes au niveau de protection sociale, au niveau de assistance de chômage, quand on fait par exemple la comparaison avec l'Europe, donne, tout ça ensemble, donne à l'économie américaine un dynamisme qui est très particulier. Une autre chose, les investissements au niveau de recherche et développement. Si vous êtes une économie comme l'économie américaine aujourd'hui, de 25 trillions de dollars, il y a une destination de 3,5% de votre PIB à recherche et de développement, ça veut dire qu'en ce moment, les entreprises américaines, le gouvernement américain, ensemble, investissent plus en recherche et développement que tous les autres pays du monde ensemble. Et ça donne une espèce de leadership pour les nouveaux Google, le nouveau Apple, le nouveau Nvidia, qui est vraiment remarquable. Et c'est partant, à mon avis, alors, à mon avis, un erreur penser que les États-Unis sont en puissance en déclin. Ouais, d'autres questions? N'hésitez pas. Je vais en prendre 2 cette fois. Et puis tu peux te présenter. On peut se tutoyer. Tu peux te présenter aussi. Je m'appelle Mathias. Comment vous pensez que les changements climatiques vont... Parce que vous avez parlé des fluctuations démographiques. Donc comment vous pensez que les changements climatiques vont affecter ces fluctuations démographiques dans le futur? Une autre? Oui. Bonjour, merci. Je suis Rémi. Je suis un ancien étudiant de l'INSEAD. Ma question concerne les ressources et l'énergie. Vous avez parlé des migrations de population, mais il y aura aussi une compétition certainement entre les économies émergentes et les économies développées au niveau de l'énergie et des ressources. Je voulais avoir votre point de vue sur la question. Merci. Alors, une question sur, disons, développer un développement au niveau de l'énergie, et une autre question à propos de changement climatique. Bon, je suis tout à fait d'accord avec la préoccupation, l'attention, les énergies des différents groupes sociaux, groupes politiques pour l'histoire du changement climatique. C'est un grand défi de notre planète. En disant ça, il faut aussi reconnaître, à mon avis, que l'idée même, le concept de sustainabilité va évoluer avec le temps. Par exemple, en parallèle, au même ensemble avec l'attention vers les aspects de changement climatique, il y aura plus en plus attention à des problèmes sociaux qui sont gérés en raison d'avoir une population très grande dans plusieurs pays qui n'ont pas la capacité de performer une fonction productive au niveau de la 4e révolution industrielle. Et cela constituera une menace aussi à l'idée même de soutenabilité au niveau des écosystèmes locaux, au niveau de possibilités de disruption sociale locaux. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et c'est pour ça que je pense que le concept même de ESG va être mieux balancé, mieux équilibré
dans les prochaines années. Une autre façon que j'aime pas reconnaître, mais il faut reconnaître si nous savons que le réalisme politique est nécessaire, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moins au niveau de la communauté de développement, de la communauté financière, je me suis aperçu d'une, disons, une disponibilité moins intense pour parler de mécanismes, par exemple, de financement vert ou de financement climatique qu'on avait avant. C'est comme si la géopolitique a fourni un obstacle pour la vélocité, pour l'agilité, disons, de la transition énergétique, des ressources de grandes, on dit fonds souverains, sovereign funds, de fonds souverains pour ne financer que des projets qui ont une dimension verte. Ça a changé. C'est-à-dire, comme je disais en avant, la géopolitique a devenu assez important aussi pour la discussion des changements climatiques. Mais ça, juste avant qu'on passe à notre question, pour rebondir un petit peu sur la question de Mathias, si on regarde ces 9 pays qui vont ajouter 2 milliards de personnes à la population mondiale, c'est aussi des pays qui sont très vulnérables aux impacts du changement climatique, en particulier sur la désertification des sols, etc. Et donc, les tendances de flux migratoires, etc., sont aussi quelque chose à factoriser quand on regarde ces questions-là. Y compris au niveau de la force productive. Oui. Je veux dire, ça veut dire aussi des relocalisations de cette force non productive ou productive. Oui, oui. Non, je suis tout à fait d'accord, Catel. Mais il faut parfois essayer de regarder les choses avec les yeux des leaders politiques de ce pays-là. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, qui est un type très intelligent, Jai Shankar, quand il parle de changement climatique, il va dire, bon, il faut qu'on trouve la bonne façon d'équilibrer nos préoccupations quand on parle de changement climatique, mais il faut aussi développer notre pays. Et quand il dit développer notre pays, peut-être, comme bon diplomate, il utilise une espèce d'euphémisme pour dire on va continuer à utiliser des ressources énergétiques qui ne sont pas nécessairement soutenables, mais nous avons une tâche qui est, disons, prioritaire de notre croissance économique. Et c'est pour ça, par exemple, qu'après l'invasion de l'Ukraine, les achats indiens du pétrole russe ont fait comme ça. Les Indiens, en ce moment, ont les plus grandes réserves de pétrole de son histoire. Plus ou moins comme ça. Au niveau de l'énergie, je ne suis pas nécessairement d'accord en penser la division, développer un développement quand on pense au niveau disons, de fournissement d'énergie, à cause surtout des États-Unis. Les États-Unis, particulièrement pendant cette deuxième présidence de Donald Trump, il me paraît, vont presque oublier, ils vont s'en sortir de plusieurs plateformes où la discussion d'énergie soutenable est au centre de l'étage. Il y aura tout un nouvel accent sur l'énergie du pétrole. Il y aura tout à fait un accent à augmenter les exportations américaines de pétrole à plusieurs régions du monde, y compris l'Europe. C'est presque un bon business pour les Américains, la guerre d'Ukraine, à cause des ventes de pétrole à l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut arriver à la même conclusion de l'autre question. La géopolitique est dans la salle. D'autres questions? N'hésitez pas, soyez pas timides. Regardez, on est juste entre nous, on a monté les panneaux derrière pour que tout le monde se sente cosy.
Alors moi, je vais en poser une, puisqu'on est là, on est à Fontainebleau en France et en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, ces grandes tendances et ces changements de pouvoir pour l'Europe? Où se retrouve l'Europe là-dedans, y compris dans les 5 années qui viennent? Est-ce qu'elle a intérêt à s'unir avec les pays émergents parce que nos rapports avec les États-Unis vont évoluer, etc. Enfin, quel est l'avenir de l'Europe dans ce contexte? Ça dépendra parce que, par exemple, comme diplomate, j'étais diplomate pendant 12 ans et plus tard, comme secrétaire de commerce, j'ai négocié l'accord Mercosur-Union européenne. Et il me paraît que dans quelques domaines, il y a très clairement une position européenne. Par exemple, on parle d'une politique agricole commune, non? Mais il n'y a pas une politique étrangère commune pour l'Europe. Il y a la politique française, la politique d'Allemagne, la politique de l'Italie. Ce n'est pas toujours homogène, ce n'est pas toujours la même chose. Même en ce moment, quand on pense à l'agression russe, il me paraît qu'il y a beaucoup de voix dissonantes au niveau de l'Europe. C'est-à-dire, ça manque l'unité qu'on peut trouver dans des autres pays. Peut-être, disons, quand on pense aux États-Unis, il y a la politique extérieure des États-Unis vers la Chine. Il y a une unité entre ceux qui pensent les démocrates et ceux qui pensent les républicains. C'est très difficile de trouver ça en Europe. Et de cette façon-là, quand il s'agit de choses qui, à mon avis, sont, disons, centrales pour le futur de l'Europe, c'est que c'est continuer à être une force de croissance économique, de recherche, de développement et d'une économie ouverte. Peut-être chaque pays individuellement concerné peut adopter des mesures protectionnistes qui vont, à mon avis, non seulement blesser ses partenaires économiques, mais même sa propre économie. Par exemple, je sais qu'en ce moment, il y a toute une discussion ici en France sur l'accord Mercosur-Union européenne. Il y a déjà, par exemple, je crois que le PDG de Carrefour a signé un communiqué où il dit qu'il ne va plus acheter de viande des pays de Mercosur. En ce moment, si vous êtes en marché européen, et il est moins cher d'acheter un billet en classe business, un Air France à São Paulo, et faire la vache voler jusqu'à Paris, que donner des suppléments économiques aux agriculteurs français. C'est énormément cher, énormément cher. Et il me paraît que la conséquence de cette politique-là, c'est quelques pays qui veulent diversifier leur économie, diversifier leur partenariat international, comme c'est le cas du Brésil, parce qu'aujourd'hui, nous avons au Brésil presque une hyperdépendance de l'économie chinoise ou de l'économie asiatique. De chaque 2 euros que le Brésil exporte aujourd'hui, 1 euro va en Asie. Non, ce n'était pas comme ça. L'Europe était le plus important partenaire commercial du Brésil. Mais cette nouvelle vague de protectionnisme dans quelques pays européens, à mon avis, va blesser leurs intérêts économiques, parce que une chose, c'est fermer son économie quand on est des superpuissances comme la Chine et les États-Unis. Ils ont un marché domestique aussi grand, ils ont beaucoup de réserves. Dans le cas des États-Unis, ils peuvent imprimer leur propre monnaie. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Et au niveau stratégique, les conséquences de ce que j'appelle un nouveau protectionnisme en Europe sera que des autres régions du monde, les Africains, les Latino-Américains, ils vont trouver des alternatives. Comme les États-Unis avec M. Trump, c'est aussi très difficile à parler. La tendance, c'est que géostratégiquement, ces autres régions du monde vont se pencher chaque fois plus vers les puissances asiatiques et particulièrement la Chine. Oui. Vous avez parlé de 4e révolution.
Et dans cette nouvelle mondialisation, vous avez aussi parlé de reskilling. Comment vous pensez que le marché des crypto-monnaies va venir s'insérer là-dedans? Est-ce que ça sera plus un facteur de crise ou un facteur de croissance dans cette nouvelle mondialisation? Quelle bonne question. Juste pour finir en Si beauté. j'aurais la réponse, Mathias, nous deux, nous deviendrons de trilliardaires. C'est pas la mienne. Mais qu'est-ce que je sais quand on parle de crypto-monnaie, non? Par exemple, est-ce que vous savez d'où vient le mot banque? Banque mondiale, banque crédit, d'où vient ça? Vous savez en anglais? Il me semble que ça vient de Florence, non? Parce que vous avez une famille très intéressée à la circulation de valeurs. Ils avaient de grandes propriétés for safes, qu'est-ce que coffres? Des coffres. Et ils ont issu de papier un accord avec, par exemple, le valeur que vous déposez dans leurs coffres. Non? Et à Florence, quelques maisons où travaillaient, quelques bâtiments où travaillait la famille florentine, comme la famille Médicis, pour interagir avec la personne qui est dans le bâtiment, il fallait se pencher sur una banca, un comptoir. Mais cette même activité avait commencé un peu plus avant aux Pays-Bas et même dans l'intérieur de l'Angleterre. Et ils n'utilisaient pas le mot banque. Que mot utilisaient-ils? Ce soir, c'est trivial poursuite. Hein. Trust. Confidence? Confiance. Confiance. Trust. C'est pour ça que, par exemple, dans le monde anglo-américain, il y a plusieurs institutions financières. Manhattan Trust, First Trust, First Mutual Trust. Trust, ça veut dire confiance, ça veut dire la banque. Et dans l'absence d'une banque centrale mondiale, et dans la presque impossibilité de gérer les ressources qu'aujourd'hui sont dans les crypto-monnaies, il me paraît que cet élément essentiel pour que les crypto-monnaies deviennent encore plus dominantes, encore plus stables, ne sera jamais là. Celui-là dit, il y a une autre dimension de la soutenabilité des crypto-monnaies qui est très intéressante, et je crois que je parlais à Philippe Loaquetel à propos de ça un peu plus aujourd'hui, cet après-midi. Il y a un professeur, une prof à MIT, elle s'appelle Mihaela Pape, elle vient de la Croatie, et elle est très intéressée sur le rapport entre l'intelligence artificielle et la consommation d'énergie, et les crypto-monnaies et la consommation d'énergie. Et elle m'a montré que si on pense aux 50 plus grandes économies du monde et les 50 plus grands consommateurs au niveau de l'État-nation d'énergie du monde, si le crypto-monnaie était un pays, les crypto-monnaies seraient le 25e plus grand consommateur d'énergie. C'est-à-dire aujourd'hui, les crypto-monnaies consomment plus d'énergie qu'un pays comme le Pakistan. C'est un défi énorme pour la soutenabilité. Et l'intelligence artificielle a plus ou moins la même chose. Il me paraît qu'en 2025, tous les systèmes d'intelligence artificielle dans le monde seront équivalents au niveau de la consommation d'énergie que la consommation d'énergie d'un pays comme l'Allemagne. C'est-à-dire que quand on demande
quelles sont les possibilités de crise qui sont liées aux crypto-monnaies, il y a quelque chose qui va au-delà seulement des crises financières. Ça peut être un facteur, un élément de déstabilisation aussi des écosystèmes, de l'environnement et tout ça. Ça veut dire que tes deux questions sont liées, en fait, il faut travailler sur les deux en même temps, parce qu'il y en a un qui cause l'autre. Donc ça, c'était intéressant. On va, pour boucler, je vais me permettre de poser la dernière question. À la fin de votre exposé, vous avez fini pour dire quand même, on va finir sur une touche positive, c'est que ce système de polycrise, il amène aussi un système de polyopportunité. Pour finir sur quelque chose quand même d'optimiste, parce que le scénario n'est quand même pas super. Quand vous dites ça, quelles sont ces opportunités, peut-être une ou deux, qui vous rendent le plus optimiste par rapport à toutes les connaissances et l'expertise que vous avez sur la mondialisation et des pays émergents? Je dirais qu'ils tous les deux, ces deux points-là, on pourrait peut-être être le plus optimiste, en avoir avec des partenariats avec ce qu'on appelle les économies émergentes. Non? Parce qu'il y a la possibilité d'activités jointes entre la Chine, entre le Brésil. Si on parle par exemple à partir d'une perspective française ou d'une perspective européenne, qui sont énormes. Non, les grands marchés consommateurs ne seront pas en Europe, seront dans les pays émergents. Il y a une espèce de fascination et en même temps respect parce que l'Europe, en particulier la France, a achevé. Par exemple, dans mon pays, le Brésil, la troisième plus grande source des investissements étrangers est la France. Si on pense aux boîtes françaises qui opèrent là-bas, les plus grands responsables des opportunités d'emploi au Brésil, c'est la France, ce sont les entreprises françaises. Et cela peut, disons, élargir les horizons pour les économies européennes et particulièrement la France. Et je crois aussi qu'il faut choisir. Non? Probablement, on va entrer dans un chapitre de la mondialisation où une des puissances qui était toujours synonyme avec des marchés ouverts, de démocratie relative, de respect pour la partition de pouvoir, sera moins concentrée à ces disons, questions-là. Il va être plus concentré avec ses propres problèmes domestiques. C'est une opportunité aussi pour partager de connaissances, de commerce et d'investissement entre la France et quelques de ces pays émergents. Ici, il y aurait un troisième élément pour l'optimisme. Le nouveau livre de Eric Schmidt, qui était président du Google, vient d'apparaître. Et il a écrit ce livre-là avec Henry Kissinger. Et il disait qu'une des activités qui vont changer le plus avec l'intelligence artificielle, c'est exactement l'activité de professeur et d'éducation. Si vous avez par exemple un professeur de stratégie comme Philippe, aujourd'hui il donne un cours en anglais dans une des institutions les plus respectées du monde, c'est l'INSEAD. Mais il paraît que la connaissance de Philippe, avec des mécanismes d'intelligence artificielle, pourrait être enseignée dans n'importe quelle langue dans le monde, n'importe en quelle partie du monde on parle. Il y a un rythme qui peut aussi tenir en compte la capacité d'apprendre de ce qui est son élève virtuel. Je crois que c'est très bien et c'est un autre élément qui nous fera repenser le rôle des écoles de business pour le futur. Merci, je ne suis pas sûre que ça m'emballe complètement ça, mais quand même ce qu'il faut revenir, parce qu'on a beaucoup d'étudiants dans la salle, c'est quand même se tourner vers les économies émergentes. Hein. Quand vous étudiez, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là aussi en économie politique, etc. Cette question-là, c'est une question
sur laquelle on peut s'engager. S'il y a des échanges scolaires, Oui. c'est ce genre peut-être d'échange qu'il faut regarder parce que le futur, en fait, il est en grande partie là-bas. Donc ça, je pense que c'est un message à retenir pour les gens qui sont dans l'achat. Les autres, peut-être une autre message serait la suivante. On parle parfois des économies avancées ou développées et des économies émergentes. Peut-être dans ce nouveau chapitre de la mondialisation, il y aura des économies dynamiques, il y aura des pays, des économies dynamiques, et il y aura des pays qu'on pourrait peut-être, ou des économies qu'on pourrait peut-être appeler inertielles. Hein? Et il faudra choisir dans quel groupe on va se trouver. En tout cas, un grand merci d'être venu ce soir après une longue journée. D'avoir fait la conférence en français, franchement. Non, il faut. Attention parce qu'on risque de le redemander. Non. Merci. Je veux aussi m'assurer que je remercie ma collègue Anna qui fait l'organisation pour les conférences. Il y a Thibaut qui s'occupe de tout ce qui est technique là-bas quelque part, voilà. Dans la régie. Je ne le vois pas mais il m'entend. On vous donne rendez-vous le 12 décembre pour la prochaine conférence. Et le 12 décembre, on va parler, alors je sais les sujets, on va parler de la santé mentale chez les jeunes. Donc je pense qu'il y en a, c'est bien de venir. C'est bien de venir parce qu'on va regarder les différentes parties du problème, mais on va regarder aussi les solutions. Donc on vous donne rendez-vous, même endroit, même heure, le 12 décembre. Soyez très très prudents quand vous rentrez chez vous. Hein. On ne veut pas être responsable de quoi que ce soit. Faites bien attention. Merci encore d'être venus et puis bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.